Marie. Donc on continue notre série de vidéos sur les écosystèmes innovants à différents niveaux d'échelle. On a traité l'individu, on a traité la région, on a traité l'entreprise. Là, on voulait traiter le pays. Et en préparant l'émission, on se dit, mais est-ce qu'on a bien toutes les billes, etc. Donc, en tout cas, on va partager des questions qu'on peut se poser sur le pays. Alors, première question, pourquoi, quelle est la singularité de cette échelle? Vous parliez, vous me disiez en préparant l'émission, on pourrait parler des pouvoirs régaliens. Alors, vous avez fait Sciences Po, donc tout ça, c'est très facile à manier pour vous. Donc, c'est quoi les pouvoirs régaliens d'un pays? Pourquoi le pays reste une taille critique, une entité? C'est quoi la caractéristique d'une entité pays versus région, versus entreprise, versus... Les pays, c'est là où historiquement en fait, c'est structuré la première entité en fait, au niveau politique. C'est là où des peuples en fait, ont construit leurs institutions, que ce soit par la fédération des régions comme en Allemagne ou par la centralité comme en France. Et donc il y a vraiment une spécificité de l'État par rapport aux politiques et par rapport à la normalisation, en fait, à la création du cadre qui permet aux différents acteurs de rentrer en collaboration dans la société. Donc il y a vraiment une spécificité, là on parle de singularité dans les écosystèmes innovants, donc la singularité du niveau pays, c'est d'être l'hôte, je dirais, d'États qui peuvent servir l'intérêt général sur un territoire donné. Et avec quel pouvoir régalien, justement? Voilà, donc après la deuxième dimension, effectivement, c'est les pouvoirs régaliens. Donc ces pouvoirs régaliens, c'est comme je l'introduisais, c'est le droit, la justice. Ensuite, le deuxième, c'est la monnaie. Et le troisième, c'est la sécurité et la défense. Et donc aujourd'hui, c'est ce que je vous disais, effectivement, on peut se poser la question, est-ce que les États sont encore définis par ces pouvoirs régaliens? Parce qu'aujourd'hui, on voit par exemple aux États-Unis, on a vraiment des entreprises privées qui assurent de plus en plus la sécurité. Aussi au niveau technologique, il y a des organisations, on a parlé des GAFA, etc., qui ont des pouvoirs en fait, économiques et financiers énormes et qui peuvent structurer aujourd'hui la façon dont une technologie va influencer l'ensemble d'un destin économique planétaire. Donc effectivement, il y a vraiment des grosses questions à se poser. Oui, alors on le voit bien parce que ce qui me saute aux yeux, c'est la différence entre les États-Unis et l'Europe, par exemple, pour prendre un exemple, où les États-Unis ont certes une monnaie collective comme l'Europe, mais ils ont une armée collective. L'armée, elle est fédérale. C'est tellement évident, d'ailleurs, qu'on ne pense pas du tout à une armée qui serait poussée par l'État du Texas, avec une autre armée poussée par l'État de Californie, avec une autre armée poussée par le Kansas, enfin que sais-je. On pense tout de suite à l'armée américaine fédérale, et qui d'ailleurs est la plus grande, la plus puissante du monde, aujourd'hui avec plus de la moitié des budgets de défense de la planète qui concerne cette armée. Oui, mais cependant, ce qu'on a vu dans les conflits justement au Moyen-Orient, c'est que en fait, l'armée fédérale a eu recours à des sous-traitants dans les organismes privés, en fait. Alors en plus, avec un phénomène de sous-traitance, d'externalisation, en plus. Alors que, par exemple, l'Europe, elle, n'a pas d'armée européenne. Par contre, on a une monnaie européenne. Donc ça, c'est une autre situation. Et puis la Chine, on a à la fois une armée, à la fois une monnaie, à la fois... on a une forme d'intégration dans le monde chinois très intense. Il faudrait réfléchir aussi à l'URSS d'autrefois et à la Russie d'aujourd'hui. Enfin bon... Donc c'est vrai que par rapport à cette étude des écosystèmes au niveau planétaire, les États, ils ont vraiment un rôle spécifique à jouer dans la création d'un cadre qui permet de renforcer, soutenir l'innovation dans une perspective bien sûr qui a du sens, qui crée de la valeur pour l'ensemble des acteurs, les parties prenantes. Mais il y a aussi peut-être, ça c'est la dimension interne, mais la dimension aussi externe des États, c'est-à-dire au niveau planétaire, comment est-ce que les pays en fait, vont pouvoir se mettre en synergie et peut-être même en symbiose, qui sait, comme ce que vous disiez sur la région,
il y a une âme au niveau des régions. Qu'est-ce qui fait une région? C'est une âme, c'est une singularité, oui. C'est une singularité. Là, c'est vrai qu'au niveau du pays, c'est aussi intéressant de voir, comme on l'a dit précédemment sur la France, la singularité de la France, mais aussi la singularité de l'Espagne, la singularité du Burundi ou la singularité de la Tasmanie ou que sais-je. Et effectivement, dans une nouvelle coopération où chaque pays pourrait apporter véritablement son talent, sa spécificité au service de tous. Oui, c'est une valeur d'ailleurs qui est affirmée dans l'Europe, dans le traité et dans la charte européenne, c'est unité dans la diversité, c'est-à-dire comment on s'unit en valorisant la singularité de chacun. Et ça, ce concept d'unité dans la diversité me semble très très intéressant, parce qu'il est vrai pour l'Europe. Nous avons forgé ce concept parce que justement nous étions tous très divers, mais on voulait créer une unité, et donc on s'est dit, ben voilà. Mais c'est valable aussi dans le cadre de la globalisation pour comment construire un monde global où chacun soit valorisé dans sa diversité, dans sa singularité, mais aussi capable de créer un bien commun, une unité. À ce sujet-là, est-ce que vous avez le sentiment que les choses vont dans le bon sens par rapport à tout ce que vous avez vécu, vos voyages dans le monde, etc. Est-ce que vous avez l'impression que les pays, certains pays tout au moins, certains ensembles continentaux vont plus dans le bon sens que d'autres? Le bon sens, c'est difficile à dire. L'accord de Paris, on a des instances, des forums, des endroits où les pays peuvent se rencontrer, mais en fait, c'est leurs représentants, ainsi que l'intégration croissante des autres acteurs de la société civile, que ce soit les ONG, les entreprises, etc. Mais pour l'instant, on n'a pas vraiment de coopération plus profonde et plus... en fait, on a vraiment besoin d'une nouvelle manière, d'un nouveau paradigme en fait, de coopération, de développement, de gouvernance. Est-ce que la COP, pas 21, enfin la COP, je ne sais plus où on en est, est-ce que le processus de coopération lié aux enjeux de climat a été l'occasion de construire quelque chose dans cet esprit? Mais oui, mais ce n'est pas à la hauteur des défis, c'est-à-dire qu'un monde à 2 degrés, un réchauffement climatique à 2 degrés, c'est déjà trop en fait. Et en plus, aujourd'hui, les États ne sont pas du tout à la hauteur de cet accord, même là. Donc, en fait, ils ne sont pas vraiment appliqués. Donc, l'arène politique de coopération internationale, elle a ses limites. Et on a vraiment besoin aujourd'hui de créer des nouvelles arènes, des nouvelles façons d'impliquer et d'aller beaucoup plus loin dans la transformation globale de la société à tous les niveaux. Oui, je pense que là, on peut conclure la vidéo là-dessus, c'est que finalement, il y a la nécessité pour les pays, au-delà de leur structure classique, de s'inventer dans un dialogue interne qui leur fasse, qui les aide à se transformer en écosystèmes innovants. Il y a déjà ça, avec des pays beaucoup plus avancés comme la Californie, qui est un écosystème innovant, comme les pays nordiques, qui sont des écosystèmes innovants, puis d'autres pays qui sont à la traîne. Est-ce que la Grèce, c'est un écosystème innovant? Est-ce que les problèmes de la Grèce, c'est pas lié au fait qu'ils ont un peu du mal à devenir un écosystème innovant? On voit bien. L'Italie, c'est un autre cas, parce que l'Italie, c'est un écosystème innovant, mais bizarrement, qui décroche. Alors, pourquoi, comment, etc. Enfin, donc, il y a la problématique interne à chaque pays, comment s'affirmer dans sa singularité en tant qu'écosystème innovant. Et puis, il y a le problème, alors, à mon avis, qui semble très lointain, mais on va être rattrapé par l'histoire, c'est le cas de le dire, c'est les pays entre eux, les grandes institutions internationales qui sont vraiment des systèmes, alors on est l'Europe, l'ONU, etc., on est vraiment dans des logiques de systèmes et pas tellement d'écosystèmes. Alors est-ce que le monde peut, ou les pays peuvent dialoguer en tant qu'écosystème en s'altérant mutuellement plutôt que de rentrer dans des discours figés, institutionnels, comme on en voit chaque année à l'ONU, où chacun dit ce qu'il a à dire sans qu'il y ait vraiment de dialogue et sans que vraiment on sente l'âme de l'humanité s'exprimer. Est-ce que vous croyez qu'on y arrivera ?
Je pense en approfondissant et en diversifiant les méthodes qui sont utilisées. Il y a aussi les acteurs qui peuvent accéder à ces arènes. Donc de plus en plus, il y a effectivement des représentants de la société civile, des artistes, etc. Mais maintenant, je pense qu'il faudrait vraiment changer les modes en fait, de conversation et de prise de décision pour qu'on réussisse à cette traduction, cette conversion, cette altération dont on parle, qui est clé en fait, pour la libération du potentiel de rêve et de désir, de désirabilité des scénarios qu'on peut créer ensemble. Oui, ça me fait... Je rebondis là-dessus, je ne peux pas m'en empêcher. Ça vous parlera, c'est qu'on était venu, il y avait un organisme qui était en charge des dialogues au niveau de l'ONU, etc., qui était venu me voir tout à fait au début de ma carrière, j'étais un peu étonné, etc., mais ils interviewaient des tas de jeunes et de moins jeunes. Ça, ils étaient venus me voir et puis ils m'avaient dit, mais on est en train d'essayer de renouveler un peu nos relations, etc. Alors j'avais essayé de tenter à l'époque des formes nouvelles qui d'ailleurs se sont diffusées depuis, comme le co-design, de collaboration, de processus de collaboration. Puis ils avaient dit, ah oui, mais il y a les tribus aborigènes, elles veulent, de toute façon, elles considèrent que le langage est secondaire, l'important c'est de danser ensemble. Alors j'avais trouvé ça super, j'avais dit, mais il faudrait faire... Alors j'ai pas eu l'impression que ça a beaucoup impacté pour l'instant les organisations internationales, puisqu'on ne danse pas encore beaucoup ensemble, mais ça serait très sympathique de créer des moments de danse entre... il faut diversifier, il faut voilà, hybrider les canaux, les modes d'expression et de rencontre, en fait. Faire de la musique ensemble, danser ensemble, voilà, ça pourrait être une manière de passer du système à l'écosystème. Tout à fait. Merci Célia Marie. Merci Michel Salov.